Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de Mank, le nouveau film de David Fincher qui a débarqué sur Netflix le 4 décembre. Après avoir consacré un épisode fleuve au réalisateur de Seven et Fight Club, épisode qu'on vous encourage d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, on s'attaque donc aujourd'hui à ce nouveau long métrage qui marque le grand retour de Fincher 6 ans après son dernier film qui était Gone Girl. Alors l'attente en aura-t-elle valu la peine? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec mes petits camarades ici présents. Florian Pouplin, salut Florian. Salut Thibaut. Et Alexandre Caporal, salut Alex. Salut Thibaut. Pourquoi petit camarade? Ça, écoutez, voilà, c'est la période des fêtes, petit, c'est mignon, tout va, c'est cosy, c'est dans l'esprit de Noël. Tu vois. Je prends. Voilà. Alors si vous êtes prêts à replonger dans le Hollywood de l'âge d'or, c'est parti. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Mank nous ramène donc dans le Hollywood des années 30 et nous raconte le processus créatif qui donnera naissance au meilleur film de tous les temps, à savoir évidemment Citizen Kane. Mais ici, on ne va pas suivre Orson Welles dans la création de son chef-d'œuvre, mais on va plutôt s'intéresser à son scénariste, Herman J. Mankiewicz, ici sous les traits de Gary Oldman. Un scénariste que l'histoire a eu tendance à oublier, mais qui a pourtant joué un rôle important dans la réussite du film, et c'est précisément ce qu'entend rappeler le scénario de Mank, qui a été écrit il y a 20 ans par un certain Jack Fincher, et oui, le propre père de David. Ça fait donc un bout de temps que le cinéaste traîne ce projet, puisqu'il avait déjà failli le réaliser à la fin des années 90, mais le distributeur s'était finalement retiré par peur du choix du noir et blanc qu'il avait effrayé pour tourner le film. Aujourd'hui, David Fincher peut enfin concrétiser ce vieux rêve, loin des studios hollywoodiens avec qui il est plutôt en froid en ce moment, et avec l'aide de Netflix, chez qui il a toute la liberté créative qu'il a toujours souhaitée. C'est pas faux. En ce moment, depuis 6 ans, donc. Ouais. Absolument. Alors, pour commencer, on peut commencer par là. On a parfois tendance à considérer que Netflix est une usine à petits films de grands cinéastes, c'est un petit peu la formule d'usage, et que l'absence de contraintes sur cette plateforme conduit souvent à des films un peu trop foutraques et pas assez encadrés. Alex, commençons par toi. Est-ce que tu penses que c'est le cas ici pour Mank? Est-ce que David Fincher aurait dû être plus encadré, ou est-ce qu'au contraire, on a vraiment affaire au grand retour du réalisateur de Seven après cette longue absence de 6 ans? Bien, première option, mon général. Voilà, première option. C'est-à-dire qu'effectivement, on se trouve dans ce stéréotype-là dont tu parles, d'un cinéaste qui est un peu perdu, enfin pas qui est perdu, pardon, mais qui jouit en fait de trop de liberté, je pense, par Netflix, c'est-à-dire qu'il y a le total contrôle sur son œuvre. Et c'est en fait effectivement la crainte que j'avais. J'avais deux craintes sur ce film. Enfin, quand on a entendu parler du projet, puis ensuite quand on a vu la bande-annonce, je passe très vite sur mon rapport avec Fincher. Je pense que je vous renvoie plutôt à l'émission qu'on a faite, au long format sur sa carrière, parce que c'est un cinéaste que j'aime énormément, qui a été très 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 important dans la construction de ma cinéphilie. Je crois que c'est tous notre cas ici présent. C'est tous notre cas, exactement. Et donc, il y a un cinéaste qui m'a jamais déçu, en fait, parce que j'aime tous ces films, honnêtement, à part peut-être The Game, qui est le film sur lequel j'émets le plus de réserve, mais sinon, tous ces films me passionnent et continuent à me passionner aujourd'hui parce que je les revois avec à chaque fois une nouvelle lecture et de nouvelles choses. Et là, donc, forcément, j'attendais ce mec, donc il y a un préjugé de base, voilà, le nouveau film de Fincher, etc. Et les deux préjugés que j'avais énormes en fait sur le film et qui pour moi se sont révélés être vrais. Le premier, c'est ce dont tu as parlé, c'est-à-dire le fait de voir un réalisateur comme ça, donc un immense auteur à Hollywood et un grand cinéaste reconnu autant par les cinéphiles, la critique, l'académie que par le grand public, qui se lance justement dans son nouveau film avec une plateforme dont on a vu sa manière de faire avec pas mal de grands cinéastes qu'elle a eu en fait sur sa plateforme. C'est-à-dire, on met les sous et démerde-toi, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que Scorsese, s'il est allé faire son Irishman avec Netflix, c'était cette raison-là qui était derrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ce qui peut donner des films comme Irishman où alors qui est bien. On n'a pas trop affaire à un film sur lequel le cinéaste était, aurait dû être plus cadré et c'est un peu paumé. Alors moi, je pense un peu, mais là, on va parler de Irishman. On vous renvoie aussi à l'épisode consacré à Irishman. Exactement. Mais non, effectivement, c'est un bon film, mais ça reste pour moi un Scorsese mineur et on voit justement les limites.
où un producteur aurait pu venir peut-être cadrer un petit peu le film, et notamment sur sa durée. Ou bien on pense aussi au film des frères Cohen, qui reste aussi un film mineur pour un Cohen, et qui a été produit par Netflix, ou d'autres. Et donc là, j'avais un petit peu cette crainte-là. Et la deuxième crainte que j'avais, justement, en voyant le projet, en voyant la bande-annonce et en sachant justement l'origine de ce projet, donc ce dont tu parles, à savoir le fait qu'il va enfin pouvoir déterrer et adapter ce scénario de son père, c'est que... Son père qui est décédé entre-temps, au début des années 2000, donc il y a vraiment un rapport très intime avec ce scénario. Maintenant. Exactement. J'avais peur justement que ce soit, et notamment avec le côté produit par Netflix, c'est-à-dire ce projet, personne n'en a voulu jusque-là. Alors le noir et blanc, c'était effectivement quelque chose qui marquait vraiment la limite, en fait, qui était le point de rupture pour tous les studios qui ne voulaient pas financer le film parce que c'était en noir et blanc, mais j'imagine qu'il y avait une autre raison derrière ça, et c'est ce que moi je vois en voyant le film, c'est que le script est mauvais pour moi, et que carrément, et que Fincher est vraiment enfermé en fait dans cette volonté absolue d'hommage, et que Netflix a vraiment fermé les yeux en disant mais vas-y, mais fais ce que tu veux. J'imagine, je dis pas que c'est ça qui s'est produit, mais j'imagine, et en tout cas c'est ce que je perçois à la vision du film. Donc vraiment ce côté on va quand même déterrer ce scénario, on va quand même le faire, le film, et la crainte que j'avais aussi, c'était ce côté on va faire un film sur le Hollywood des années 30 en noir et blanc, etc. Donc on va rendre hommage non seulement au scénario du père, mais on va rendre hommage aussi à tout un pan d'Hollywood, et donc j'avais peur qu'on tombe en fait à la fois dans ce côté un peu trop peut-être classique, académique et film à Oscar. Et j'avais très très peur aussi d'une autre chose, c'est qu'on tombe dans ce fétichisme en fait cinéphile qui veut que, regardez comme c'est génial, je vais parler de ce qui se passait à l'époque, je vais vous parler de la production de Citizen Kane, ce grand chef-d'œuvre intouchable, etc. Je vais vous montrer à quel point Orson Welles c'était un con, à quel point le vrai artiste c'était Mankiewicz, et puis à quel point il y a plein de choses à dire sur ce qui se tramait. On va balancer du name dropping à tout va parce que ça fait plaisir aux cinéphiles d'avoir justement ces espèces d'anecdotes, de revoir des grands noms comme Mayer justement de la MGM, etc. Et en plus de ça, une esthétique aussi justement qui veut rendre hommage, et donc qui veut faire semblant de, c'est-à-dire on veut produire en tout cas esthétiquement le film comme si c'était un film là il y a effectivement pas que le noir-blanc, mais on a aussi le son qui est travaillé pour ressembler à un son d'époque. On a pas mal d'effets de mise en scène aussi, des fondus au noir qui rappellent un petit peu la mise en scène du Hollywood de l'âge d'or. Mais effectivement, donc du coup, pour toi, tout ça, si je comprends bien, ça participe à en faire un film qui est complètement tourné vers le passé. Voilà, et qui fait vraiment clin d'œil en fait, et qui fait fétichisme sur on va brûler on va faire semblant qu'on tourne sur pellicule et montrer les petites brûlures de pellicule. On va faire ce noir blanc, on va tourner aussi, on va enregistrer les voix en mono parce qu'on va faire comme si c'était du son de l'époque et comme si les voix étaient enregistrées à l'époque. On va faire des fondus enchaînés parce que c'était la manière de Citizen Kane, etc., etc. Et donc moi je vois que ça, et ensuite on va revenir sur le scénario, mais qui pour moi sonne terriblement creux. Je suis désolé Florian, j'ai énormément parlé, mais j'ai posé un peu, je crois les bases on a de bien mon compris avis. ton avis qui est globalement assez négatif, mais je crois que heureusement on va avoir un peu d'équilibre dans tout ça grâce à Florian. En effet, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Alex vient de dire. En tout cas, je peux être en partie d'accord, mais pas entièrement. Je vais revenir sur ce que tu disais en premier, sur le fait que David Fincher avait tout le pouvoir et tout le contrôle sur son film. Rappelons quand même que c'est un des réalisateurs les plus obsessionnels et perfectionnistes qui existent encore aujourd'hui, et que le contrôle sur ses films, il les a depuis plus de 15 ans, voire même 20 ans. Donc, que Netflix lui ait filé de l'argent ou pas, ça ne change rien pour moi. Je pense que je te rejoindrai seulement sur le fait que le script est un peu plus faible vis-à-vis que c'est son père qui l'a écrit et qu'il l'a sûrement pas autant travaillé qu'il l'aurait fait avec quelqu'un qui était en vie, parce que Fincher est connu pour travailler à fond chaque scène avec le scénariste, vraiment aller pourquoi est-ce que cette ligne est là, pourquoi est-ce que lui va là, enfin, il travaille vraiment beaucoup comme ça, collaborer avec le scénariste et pas uniquement prendre le produit fini et là, et vu le que son tourner. père est mort, est-ce qu'il a, il a certainement pas collaboré avec son père. Est-ce qu'il a fait des retouches? À quel point est-ce qu'il en a refait, puisque c'était son père, puisque c'était personnel pour lui? Donc moi, j'ai des points négatifs aussi, comme toi, Alex, je te rejoins dessus. Par contre, sur le contrôle, je pense qu'il l'a eu avec ce film autant qu'il l'avait avec ses films précédents, parce que c'est aussi quelqu'un qui a toujours respecté les budgets qui étaient alloués, qui est excessivement organisé et qui est très pointilleux sur absolument tout le processus de construction du film. Pas que la mise en scène et pas que le script, mais tout ce qui est de combien coûtent les choses, de qui on va embaucher, de quand est-ce qu'il va sortir, etc.
Donc moi, je ne pense pas que... Bon, déjà, je ne trouve pas que le film soit un film mineur. Je trouve que c'est... et c'est ce sur quoi je finissais notre émission de 3h30 qu'on a fait, qui est sortie. Je finissais sur le fait que est-ce que Fincher allait commencer une 3e période ? Et je trouve que c'est le cas avec ce film, puisque, encore une fois, il fait quelque chose de différent. On peut dire que c'est un film qui tranche vraiment radicalement avec ses précédents et avec la plupart de ses films, d'ailleurs. Que je trouve beaucoup plus humble. Et, mais tout aussi perfectionniste. Donc, si vous voulez, je retrouve le Fincher, mais avec plus d'humilité, parce qu'évidemment, il s'efface un peu sous le script de son père et sous ce fameux genre de hommage au Hollywood des années 30. Concernant la technique, je ne suis pas non plus d'accord avec le fait qu'il a voulu singer ou copier. Pour moi, c'est un hommage, mais c'est un hommage contemporain, puisqu'il faut quand même rappeler que le film a été tourné en 8K, donc qui n'existe pas à l'époque, en format scope qui n'existait pas à l'époque, que certes les voix ont été enregistrées en mono, mais que le rendu mono a été retravaillé avec les dernières technologies audio, ce qui fait qu'on a juste l'impression de ce son un petit peu creux et vide, mais qui n'est pas trop absent, comme quand on regarde un vieux DVD d'un ancien film, c'est-à-dire qu'il est quand même en stéréo, quand même englobant. Et je vois pas à quoi ça sert, moi, ça, tu vois. Bah, ça fait que ça dépasse quand même le fétichisme pur et simple, où il en fait quand même quelque chose de nouveau. C'est pas juste retrouver exactement la même chose qu'à l'époque. Exactement. Et même au niveau de la mise en scène, il a su prendre, entre guillemets, le meilleur des années 30, en tout cas des techniques qui n'étaient plus utilisées aujourd'hui, notamment la double focale, qui est très bien utilisée. La double focale, c'est d'avoir du net au premier plan, du flou au second et au troisième plan du net à nouveau. Technique qui est beaucoup utilisée justement dans Citizen Kane. Voilà, entre autres, et même à cette époque, qui a été réutilisée par De Palma beaucoup dans les années 80. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, et je trouve que là, c'est utilisé à très, 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 très bon escient. Et ces grands plans larges aussi qu'on avait très rarement vu chez Fincher. Là, je trouve que le personnage de Gary Oldman, donc Mankiewicz, se trouve assez souvent perdu dans ce grand Hollywood. Et aussi, ce mix qu'il arrive à faire entre les années 30 et aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un film qui parle d'aujourd'hui, de l'état cinématographique de l'industrie américaine aujourd'hui. Il réussit aussi à mêler, en fait, le Hollywood de cette époque avec le Hollywood d'aujourd'hui, autant dans la forme, comme je viens de dire, mais dans le fond aussi, avec cette fameuse parabole du singe, de l'orgue, du joueur de l'orgue de barbarie. Hein. Voilà, mais ça, je pense qu'on va y revenir aussi à ce quoi parle le film. Effectivement. Ouais. Et je vois, il a été marketé comme étant un film qui parle de la création de Citizen Kane. Pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Ce film parle de quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant que simplement dire Wells c'était méchant, en fait c'est Mankiewicz qui a fait toute la base. Il en parle certes parce que voilà, ça va plus loin que ça, le point de base. Mais le film, excuse-moi je te coupe là-dessus, mais Citizen Kane habite tout le film pour moi, parce que au-delà de juste la simple regardez, on va vous expliquer la production de Citizen Kane et on va vous montrer qui était le vrai artiste, pour moi, ça va plus loin que ça, on est totalement d'accord avec ça. Par contre, là où pour moi Citizen Kane est vraiment un fantôme au-dessus du film, c'est que on voit dans la technique, dans la mise en scène et autres, qu'il y a cette volonté de coller justement à la manière dont Citizen Kane était fait, et dans le script aussi, parce qu'il faut rappeler que Citizen Kane est un film... pour parler vraiment du scénario de Citizen Kane, qui est construit sous forme de flashback, qui est un biopic, mais finalement un faux biopic aussi, construit sous forme de flashback, exactement la même chose que Mank. Pareil, il y a ces fondus enchaînés justement d'une scène à l'autre, où on passe d'un flashback à un autre. La structure, la construction fait écho à Citizen Kane, effectivement. Absolument. Donc que ce soit dans le fond, dans la forme, dans la mise en scène et autres. Et puis je ne sais plus ce que je voulais dire, donc que vous allez enchaîner. Mais je vais enchaîner en disant qu'effectivement, il y a énormément d'échos, enfin il se réapproprie énormément de matériaux qui vient de Citizen Kane justement, mais je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il en fait quelque chose de nouveau. Il y a des clins d'œil assez évidents et qu'on peut trouver un peu facile, par exemple il reprend des effets de mise en scène, il refait le fameux plan de la boule à neige qui tombe, et là c'est une bouteille d'alcool. Bon là c'est plus pour la blague, mais il est marié à la brune et puis il tombe peu à peu, enfin il est attiré par la blonde, enfin je veux dire il y a plein de choses comme ça
c'est intéressant de construire ça en miroir, puisque là, il raconte la vraie histoire. C'est vrai. En fait, Citizen Kane, pour rappel, le personnage de Charles Foster Kane faisait référence à la figure de William Hearst, qui était un homme d'affaires et un magnat de la presse de l'époque. Et en gros, le film raconte son histoire de façon romancée, en mélangeant aussi avec d'autres figures historiques. Et donc, ce William Hearst, le scénariste Mankiewicz le connaissait intimement, et on va suivre justement tout le rapport qu'il y a avec lui. Et justement, ça a du sens en fait de reprendre, je trouve, la même structure, c'est vrai. Puisqu'on raconte l'histoire de la figure réelle qui a inspiré ce film-là. Et en même temps, comme tu le disais, Florian, le fait aussi de reprendre des effets de mise en scène de l'époque, ça l'empêche pas non plus d'inventer, et aussi d'y insérer son style, parce qu'on retrouve malgré tout, même si c'est un peu plus discret que sur certains films, mais on retrouve la mise en scène de Fincher, ces fameux mouvements de caméra qui épousent les déplacements des personnages à la perfection. On a toujours ça, son souci du détail, ces cadrages des personnages aussi qui sont dans des entrebâillements de portes où il y a des scènes assez importantes à ce niveau-là. On retrouve son cinéma malgré tout. Il arrive à insuffler son cinéma là-dessus, et je trouve qu'il s'efface pas complètement derrière ça, malgré ce qu'on pourrait croire. Alors, vas-y. Et pour différencier aussi de Citizen Kane, je suis assez d'accord avec toi de tous les petits clins d'œil qu'il fait, et que certes la structure est la même. Moi, la grosse différence que je vois avec Citizen Kane, c'est l'humilité que Fincher a dans ce film comparé à Wells, mais Wells avait un ego monumental, ça c'est bien sûr, tout le monde le savait. Et Citizen Kane, on s'en souvient principalement par justement sa mise en scène ultra audacieuse et innovante pour l'époque. Mais tu vois, Fincher, du coup là, a fait l'inverse. Au lieu de faire un énorme film, a décidé de faire un film plus humble. Et ça, je trouve que c'est une réussite, et je trouve que ça... c'est quand même un film justement qui remet en valeur le travail de scénariste. C'est aussi ça qu'on travaille quand on peut y venir maintenant à tout ce propos sur le Hollywood, où finalement il va aussi montrer comment l'industrie fonctionne et quel statut le scénariste a. On a cette scène assez géniale où Mank vient sur un tournage, et où il y a le chef de la MGM, Louis B. Mayer, qui est là et qui demande à son collègue mais c'est qui, et son collègue lui répond c'est juste un scénariste. Enfin voilà, on a vraiment cette figure-là qui est imposée, et cette histoire-là est passionnante parce que la figure de Mank est passionnante aussi à ce niveau-là, parce que rappelons qu'il a dû batailler justement pour obtenir le crédit sur le scénario de Citizen Kane, et c'est cette histoire-là aussi que raconte, et c'est intéressant que ce soit justement un cinéaste, un réalisateur, David Fincher, qui n'a jamais été crédité pour un seul scénario, qui n'a jamais signé un seul scénario de ses films, qui veuille mettre en avant la figure du scénariste. Et surtout un cinéaste qui est aussi contrôlant, parce que Fincher est aussi connu pour être le grand maître d'orchestre de tous ses films, qui fait des centaines de prises, que c'est lui qui a le fin mot sur absolument tout, donc qui contrôle tout, et que là il fasse un film qui rend hommage au scénariste. Encore une fois, c'est de l'humilité. Ouais. Et là, pour moi, justement, où il y a une cohérence, et effectivement, je comprends pourquoi justement Fincher s'efface peut-être derrière un peu ce scénario, c'est justement pour ça, parce que tout le propos du film, il est là, et il est d'en montrer que, peut-être que justement l'âme du film, et puis le vrai auteur en fait derrière le film, peut être autre que justement le metteur en scène, qui va des fois prendre tout le crédit, merci, pour son compte. Donc justement, je comprends un peu ça, mais et je vais pas spécialement reprocher à Fincher justement de se mettre en retrait, et peut-être de livrer un film un peu moins excitant et un peu moins abouti en termes de mise en scène que ce à quoi il nous a habitués. Par contre, ce que je vais lui reprocher, c'est d'être totalement aveuglé en fait par l'hommage qu'il rend à son père. C'est-à-dire que pour moi, il n'a pas de recul sur ce script. Et il ne voit pas qu'il n'a pas un bon script en main. Je m'explique pourquoi pour moi le film est mauvais. Le script est mauvais. Pardon. Avec des qualificatifs pareils, là, il faut une explication. Je dis le script est mauvais, pas le film. Je demande une explication. Eh bien, j'y viens. C'est parce que pour moi, il manque Pardon, c'était pas voulu. Il fallait la faire, excuse-moi. Je te jure, j'avais dit pas de... Écoute, c'est très bien comme ça, elle est faite. Enchaînons. Il manque en fait exactement ce que Citizen Kane avait compris. C'est-à-dire que derrière justement, en fait, Citizen Kane détournait justement le biopic et nous faisait en fait au tout début du film une sorte de fiche Wikipédia très rapide, très condensée en fait du personnage, pour justement ensuite la contourner en nous amenant sur une histoire, en nous disant non, attendez, là on a retracé les grands faits un peu majeurs de la vie de Charles Foster Kane.
mais on comprend pas qui est Charles Foster Kane. Et tout le film va essayer de nous faire comprendre qui était cet homme et qu'est-ce qui le définissait en fait en tant qu'homme. Quelle était sa personnalité, quel était son caractère, etc. Et le film arrive à faire ça, Citizen Kane, parce que le film touche, et notamment avec le Rosebud et ce genre de choses, à l'âme en fait du personnage, à ses aspirations, à ses obsessions, à ses défauts, à ses démons, à tout ça, et en fait il le rend profondément humain. Et moi, le gros problème que j'ai avec justement le script de Mank, c'est qu'il n'arrive jamais à parler au cœur, en fait, et à nous faire comprendre qui était ce Mankiewicz et réellement comment était l'homme, à part un alcoolo qui cabotine sous les traits de Gary Oldman qui en fait des foutres caisses, et puis derrière un homme qui, il est un peu oppressé par le Hollywood de l'époque et puis par tous les gens qui ont plein d'argent et puis qui le font chier, et puis un metteur en scène qui va l'emmerder pour qu'il ponde son script alors qu'il a une jambe dans le plâtre. Ça me fera une belle jambe justement, et ça m'emmerde. Pardon, c'est les blagues de merde, mais du coup ça m'emmerde parce que le film ne me raconte jamais rien en fait réellement sur le personnage. Pourtant, il raconte des tas de choses. Mais il raconte des tas de choses. Il raconte des choses qui, pour moi, sont en surface. C'est-à-dire me raconter la production, me raconter que Mankiewicz avait telle relation avec tel personnage, avec telle mania d'Hollywood, avec tel producteur, avec telle actrice. On pose justement tout un contexte qui va travailler le parcours du personnage jusqu'à cette revendication finale du crédit pour le scénario. Mais c'est juste le parcours pour moi, et qui est fait en plus construit de manière artificielle, parce que contrairement à Citizen Kane qui avait un pouvoir fou de lien, Attends, tout le temps à Citizen Kane. Mais parce que c'est ce dont parle le film. Pour le coup, oui, la comparaison quand même est un peu justifiée. Elle est sacrément justifiée, et d'autant plus que justement dans Citizen Kane, les flashbacks, en fait, on n'avait pas besoin de nous expliquer on revient en 1930 et quelques, etc. machin, parce qu'à chaque fois, il arrivait à nous faire comprendre dans chaque scène à quel moment on est dans la vie du personnage, à quel état d'esprit se trouve le personnage, à quelle évolution sentimentale, etc. se trouve le personnage. Ce que n'arrive pas à faire Mank, parce que pour moi, on est dans des tunnels de dialogue assez verbeux et chichiteux, et en fait, les liens entre chaque scène et entre chaque flashback, qu'est-ce que c'est, les amis ? C'est des cartons qui nous disent « Retournons 2 ans en arrière ». Avançons de 1 an et demi, reculons de 6 mois, etc. Et donc, il y a un côté hyper mécanique et hyper artificiel pour moi, et qui fait que, justement, je n'arrive pas à retrouver justement le génie en fait de Citizen Kane. Alors je dis pas que c'est ce que veut faire le film et ce que veut faire David Fincher, mais en tout cas je retrouve pas justement ce qui est au cœur de Citizen Kane et ce qui manque profondément à Mank, à savoir un film sur un homme et sur une personnalité d'époque, et qui va nous raconter réellement et nous toucher en plein cœur sur qui était cet homme. Moi, ça m'emmerde très rapidement et je me désintéresse complètement de ce qui se passe devant mes yeux. Donc en fait, tu fais que de comparer ce film-là à Citizen Kane, alors que c'est absolument pas ce que fait le film, en fait, puisqu'il il parle de Citizen Kane à la surface. Il fait des clins d'œil, certes, c'est le truc du film, mais le film ne parle pas de ça. C'est un faux biopic construit en flashback sur une personnalité, etc. C'est là où je le compare. Et puis en plus, la comparaison est facile. Fincher ne veut pas refaire Citizen Kane. Non, j'ai pas dit ça. Tu fais que de le comparer à Citizen Kane. Mais parce qu'il épouse exactement la même forme, et puis au final, il veut, il s'inscrit en fait dans cette continuité. Fincher ne veut pas parler du destin d'un homme. Fincher veut décrire comment l'industrie hollywoodienne était dans les années 30. On nous centre quand même le film sur Mank, excuse-moi. Mais justement, à travers lui, il parle de l'industrie. Fincher est peut-être plus intelligent que la lecture que tu en as. Derrière, c'est possible. Merci Florian. Non. En gros, t'es un con, c'est ça qu'il dit. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Le point d'orgue du film, c'est encore une fois. Il est peut-être plus intelligent. Le doute est permis. Le point d'orgue du film qui explique, et la clé, c'est encore une fois cette fameuse parabole qui dit que Mank, au final, et n'oublions pas qu'on est chez un film de Fincher. Fincher est fataliste et pessimiste. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, Mank, qu'est-ce qu'il est finalement ? Il n'a été en fait qu'une marionnette. Et là, on pense à The Game, on pense à plein d'autres films et à plein d'autres personnages de sa filmographie, qui a été, sans le savoir, complètement manipulé par une industrie et par ce fameux Hearst. Et donc voilà, Mank, s'il n'est pas développé, c'est pas grave, puisque Mank représente ce, entre guillemets, scénariste lambda, et le fait qu'il n'ait pas d'évolution trop marquée, il y en a quand même une. Là justement, je suis pas d'accord. Voilà, mais ça vient à la toute fin.
Oui, le fait bien qu'il n'y ait sûr. pas Parce qu'à la fin, il est bourré. Oui, il bah vomit. justement, il se réveille et il décide de se libérer de tout ça. Un peu trop tard, certes. trop tard, mais complètement trop tard. trop tard, parce que Hearst a déjà tous les pouvoirs. Mais Hollywood justement, est déjà c'est- là pour le pognon et pas pour l'art. Et c'est ce que Fincher dit. Donc même s'il lui a une évolution, et c'est ça qui est très intéressant avec ce film, c'est que c'est un héros triste. Parce que même s'il se venge d'Hollywood en faisant Citizen Kane, en étant crédité pour ça, enfin en écrivant Citizen Kane, pardon, en étant crédité pour ça et en recevant l'Oscar du meilleur scénario, Seul Oscar que recevra le film d'ailleurs. voilà, et ben il arrive trop tard. Et ce que Fincher fait aujourd'hui en faisant ce film, et je trouve que ça tombe très bien puisque il l'a pas fait exprès, mais avec ce qui se passe avec le Covid et tout, c'est que encore une fois, on est à une charnière dans l'industrie cinématographique et Fincher nous rappelle encore une fois qu'Hollywood n'existe que pour faire du pognon. Ouais. Mais ça, Parce c'est que- des choses qu'on oublie. En parce fait, qu'effectivement, quand on regarde des Merci, films. super. Bah Super. Bah oui. Non, mais je veux dire, non, mais franchement. Mais c'est intelligemment dit. Ouais, ok, Voilà, bon, Ouais, il bah fallait justement, 2 heures et le quart. et ce parallèle avec film-là- aujourd'hui, effectivement, tombe bien parce qu'effectivement, on nous raconte une période qui tombe pendant la Grande Dépression, après le crack de 1929, et où justement les studios sont en crise. On a cette scène, moi que je trouve assez géniale, où Mayer justement va faire un petit speech devant les employés pour leur expliquer que voilà, il va y avoir des baisses de salaire, et il va juste après avoir fait tout un discours sur les émotions et le cœur humain, etc. Donc on travaille un petit peu. Tu peux trouver ça facile, mais moi je trouve ça assez jouissif, comme il tape sur le cynisme de l'industrie qui est pas neuf et qu'on a déjà dénoncé avant ça. C'est ça mon problème aussi, tu vois. Mais finalement, tout ce background-là, ce background, on parle aussi du background politique de l'époque, avec des élections qui vont avoir lieu en Californie, etc. On sent d'un côté que ça a été écrit par un journaliste, parce qu'il y a effectivement une rigueur dans les faits historiques, etc. Puis on travaille beaucoup le contexte. Parce que Mais le père de justement- Fincher était journaliste à Life. Voilà, oui, C'est effectivement, juste un petit merci de le rappeler. Et bref, cette base-là, moi, je trouve que ça justement participe, ça permet de renforcer l'évolution de Mank au final, parce que c'est une figure assez passionnante, ce Mank, parce que il a été, pour rappel, script doctor sur énormément de films pour lesquels il a jamais été crédité. Par exemple, sur Le Magicien d'Oz, c'est à lui qu'on doit l'idée de filmer le début en noir et blanc et ensuite la suite en couleur. Et donc voilà, il est derrière beaucoup de scénarios du Hollywood classique qu'on retient aujourd'hui, mais voilà, son nom a été un peu oublié. Et c'est une figure assez touchante, je trouve. Enfin, c'est un personnage assez cynique, alcoolique, parieur, voilà, qui en a rien à foutre justement de tous les intérêts financiers et les manigances politiques qui se trament autour de lui, et qui traverse un peu le monde comme ça, en n'en ayant rien à taper. Et finalement, à la fin, il va se réveiller et se dire non, sur ce coup, j'ai envie que mon nom soit reconnu et que mon travail soit crédité. Et effectivement, c'est trop tard, mais voilà, il y a quelque chose d'assez beau, je trouve, dans ce réveil final. Et je trouve pas du tout que c'est une figure vide, ni un personnage qui n'évolue pas. Bah moi je trouve alors non il évolue, hein, j'ai pas dit ça, mais par contre ce que je vais dire c'est que je trouve sa fiche Wikipédia beaucoup plus passionnante que le film en fait. Je trouve Mankiewicz plus passionnant dans sa fiche Wikipédia que dans le film de Fincher. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'il a à me raconter, à part le fait que c'était un artiste qui était incompris et puis qui était pas crédité puis qui était bourré, quoi. Enfin, pardon, mais moi, le film ne me raconte rien d'humain, en fait, sur ce mec-là. Et puis, c'est bien beau, justement, de nous parler de l'industrie d'Hollywood de l'époque, mais ce que tu as dit, Florian, justement, moi, est révélateur sur le fait que, ok, ça peut montrer qu'en fait, en 90 ans, il y a pas grand-chose qui a changé. Super, ça me fait une belle jambe. Ça me dit que Hollywood, oui, il y a des producteurs un peu véreux comme ça, qui ont plein d'argent puis qui manipulent des artistes qui eux justement sont beaux et bien et qui veulent amener de l'émotion dans leurs films. Bon, super quoi. Combien de films ont été faits en plus de 100 ans pour il travaille ça, mais il questionne aussi, et ça je trouve intéressant parce que c'est pas si souvent le cas, il questionne aussi la figure de l'auteur, mine de rien. Ça, je suis d'accord. En s'attaquant peut-être très 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 frontalement, et voilà, il fait pas de quartier à Orson Welles parce que c'est vraiment un sale con dans le film, et quoi. très mal joué aussi. Alors moi je le trouve pas si terrible, mais j'ai pas non plus de problème avec Gary Oldman, donc voilà, comme quoi tout est une question de sensibilité à ce niveau-là. Mais voilà, en se disant, je vais montrer qu'en fait l'auteur du meilleur film de tous les temps, et finalement c'est peut-être pas tout le crédit n'est peut-être pas à lui porter à lui. Il y a aussi cette question-là, et là encore je trouve intéressant que ce soit un cinéaste qui a justement une figure d'auteur qui travaille ça. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, c'est très intéressant, et j'aurais aimé
justement être plus emporté par le film, parce que ce que tu dis là, pour moi, c'est effectivement louable dans la démarche, quoi. Mais malheureusement, le résultat, me laisse complètement sur le carreau. Mais vraiment dès le début. Un du des film. problèmes aussi du script, c'est tous ces personnages secondaires qui ne servent strictement à rien. Et ça, je rejoins Alex sur le fait que, par exemple, comment elle s'appelle, le Rita Alexander, joué par Lily Collins, la fille de. Ouais. Donc l'infirmière, en gros, qui s'occupe. Oui. De Phil Collins, voilà, fille. Je de son prénom. Ou encore le frère, donc Joe Mankiewicz, qui deviendra un grand réalisateur après. Il faut savoir que la famille Mankiewicz, ils étaient plusieurs à Hollywood, c'était une assez grande famille. Et du coup, son frangin, on a un peu plus retenu son nom. Voilà, oui. Mais ne servent presque à rien. Mais Amanda Seyfried. Ah, le frère quand même, notamment la scène finale où ils se rencontrent. Ils ont un rôle, mais assez répétitif. Disons que le personnage de Herman Mankiewicz se retrouve assez seul dans ce scénario-là. Et je peux comprendre que dans la majorité des films qu'on nous sert, les personnages secondaires sont là pour étayer la personnalité du personnage principal. Et vu qu'on a ce manque-là, je comprends qu'Alex ne comprenne pas les motivations qui ne sont pas assez claires. Là, ils sont là pour le confronter assez régulièrement, lui dire est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'aller jusqu'au bout de ce scénario pour le presser finalement. Oui, mais n'ont pas de personnalité en tant que telle. Ils sont juste des ressorts scénaristiques. Et ça se voit, je trouve. Ouais. Et du coup, il aurait eu... Enfin, comment il s'appelle ? Mankiewicz aurait eu des vraies relations avec ses personnages secondaires si eux-mêmes avaient été vraiment développés. Peut-être que là, le personnage aurait été plus accessible. Il y a quand même le personnage qu'incarne Amanda Seyfried, qui joue Marion Davies, donc la maîtresse de c'est vrai Hearst, elle a un peu avec qui il a une vraie relation. Oui, et il y a des enjeux parce que elle-même risque d'être impactée par le film. Moi, je parlais vraiment que de son frère et de son assistante. Mais effectivement, ces rôles-là sont peut-être un petit peu... le relancer, enfin, tu vois, c'est un peu... Et peut-être que le personnage principal aurait gagné à ça en visibilité, mais aurait été mieux défini. Et donc du coup des gens comme Alex qui ne comprennent rien auraient préféré le film parce qu'ils auraient compris dès le début plus con que Fincher où est-ce qu'il faut aller, par quel truc il va passer, voilà. Tu vois. Parce que quand on n'est pas con, on comprend ce personnage, Alex. Si toi, t'as pas d'empathie avec lui... Ma foi, quand on est con, on est con. Non, mais c'est une question de goût. Voilà. Alors, je n'ai pas d'empathie, mais bien sûr que je le comprends. Ça gâche tout le film, en fait. Parce qu'il est hyper lisible. Il est tellement dense, ce film. Peut-être, justement, trop dense pour arriver à toucher à sa cible. Je crois aussi que c'est un film, et à la fin je l'ai vu qu'une seule fois, à la fin du premier visionnage, je me suis dit que c'était un film que je voudrais revoir dans plusieurs mois en l'ayant un petit peu oublié, parce que je suis persuadé que c'est un film qui vieillira très bien. Qui est beaucoup plus intelligent, comme la majorité des films de Fincher d'ailleurs, qui sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus profonds qu'on ne le pense. Ouais, moi je sais qu'en tout cas, depuis que je l'ai vu, là, ça fait une bonne semaine, il a mûri petit à petit, et plus j'y ai pensé, je l'aime de plus en plus en fait. Moi je l'oublie jour après jour. Non, mais à part ça, honnêtement, je pense que je le reverrai je dis pas dans quelques semaines, mais peut-être dans quelques années. Et puis on dira, on te l'avait dit, quoi. Voilà. Told you, Told you, exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, là, je vois le film. On a tous vu le film avec forcément beaucoup d'attentes, beaucoup de préjugés. Évidemment. Alors les préjugés du début dont j'ai parlé, qui se sont avérés vrais pour ma part, mais aussi les attentes, parce que Fincher, parce que ça fait 6 ans qu'il a pas fait de long métrage. Et encore une fois, c'est un film très différent de ces derniers. Exactement. Et puis, je peux prendre l'exemple aussi de Gone Girl, typiquement, qui est un film au cinéma qui m'a laissé peut-être un peu sur ma faim, on va dire, et qui, en le revoyant, justement, s'est déployé davantage et a révélé tout son suc. C'est le gage d'un bon cinéma, en fait. Absolument. Comme le bon vin. Donc, c'est vrai que je dis pas que c'est alors oui, j'ai dit que c'était un mauvais script et je maintiens. Oui, Par contre, je ne dis pas que c'est un mauvais film. En revanche, c'est une déception énorme pour moi qui adore Fincher et qui attendait beaucoup de ce film et beaucoup son retour. Mais l'autre question que je me pose, et j'aimerais vous entendre un peu là-dessus, c'est aussi, je me pose beaucoup la question sur quel impact va avoir ce film, à qui il s'adresse et qui va en avoir quelque chose à foutre sur Netflix. C'est une très bonne question. Je crois que Fincher n'en a rien à foutre à ce moment-là. Je pense qu'il l'a fait pour lui, que c'était un projet qu'il avait depuis longtemps. Mais oui, ça c'est clair. Oui. C'est la définition du projet personnel. C'est ça, voilà. Totalement. Mais c'est le premier qu'il fait, en l'occurrence. Mais c'est peut-être très bien, parce que ça va peut-être lui permettre justement de vider un sac et de passer à autre chose. Mais en attendant, franchement, qui va voir ça sur Netflix ? Remettons ça en contexte quand même. À part nous, tu vois. Ça paraît... Non, mais c'est un film qui paraît sur Netflix, où les seuls bons films produits par Netflix, entre guillemets, c'est quoi ? The Irishman, Roma...
Et peut-être un troisième que je ne me rappelle pas comme ça. Oui, Uncut Gems. Mais Bright. Ah non, pardon. non. Annihilation. Non, pardon. Mais c'est quand même un des meilleurs films produits par Netflix qui est sur la plateforme. Et aussi, il faut pas oublier qu'on est aussi critique, et je pense à Alex aussi, puisqu'il vient de le dire, c'est que on a affaire à un des plus grands réalisateurs contemporains. Oui, C'est vrai. après effectivement, c'est-à-dire que même un moyen Fincher, ça reste un très bon film comparé à toute la merde qu'on trouve sur cette plateforme. oui, c'est un petit peu généraliste tout ça. C'est un peu court, jeune homme. Voilà, mais non, mais c'est vrai que c'est une très bonne question que tu poses parce qu'on peut effectivement se demander un film Netflix en noir et blanc, déjà il y en a pas tant que ça. Est-ce que moi c'est aussi une question que je me pose, est-ce qu'on peut débarquer comme ça sans avoir vu Citizen Kane, parce que c'est quand même, comme on l'a dit, un film assez dense, sans forcément s'intéresser ou avoir beaucoup de connaissances sur le Hollywood de l'époque, etc. Si on ne sait pas qui est Louis B. Mayer, est-ce qu'on peut débarquer dans le truc? Voilà. Je ne sais pas si l'utilisateur lambda, on va dire, de Netflix, qui n'est pas forcément plus cinéphile que ça et qui va éventuellement tomber dessus par hasard, est-ce que c'est pas un film un petit peu hermétique pour les non-initiés? Ça, on peut se poser la question. Mais je pense aussi hermétique aussi pour pas mal de cinéphiles aussi, dans le sens où on va prendre, pour comparer comme ça, film en noir et blanc et tout, qui est pas spécialement, qui aujourd'hui en 2020 n'est pas à mettre devant tous les yeux, en tout cas qui va pas susciter l'intérêt et la curiosité de tous. Mais Roma, typiquement, c'est aussi un film en noir et blanc. Et pourtant, je pense que Roma, donc sur Netflix, a touché beaucoup de gens. Mais pourquoi ? Parce que Roma, à mon sens, que ce soit l'utilisation du noir et blanc ou le fond même de son film, en fait, nous raconte une histoire, et une histoire profondément humaine qui va réussir à toucher les gens. Et là aussi, voyons. Bon, c'est pas le même projet, c'est pas le même type de projet, mais je vois ce que tu veux dire, Alex. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que Roma a le potentiel justement de toucher davantage de gens qui vont se dire, bon, le noir et blanc, je passe je passe outre, et puis je me lance dans ce film, et en fait j'en ressors complètement bluffé et ébahi et ému, parce que ce film raconte vraiment quelque chose de profond, et puis d'une richesse visuelle aussi hallucinante. Alors que là, voilà, pour moi, c'est le film sur le Hollywood des années 30 qui s'adresse en fait aux cinéphiles un peu fétichistes, voilà, qui veulent connaître un peu tous les dessous et les envers du décor de cette époque, et puis dont on va parler de ça, mais genre même pas, et qu'on va singer un peu dans le processus. Il élude beaucoup de choses en fait sur cette histoire aussi, Menck, sur le fait que les 2 premiers drafts ont été faits par Mankiewicz, mais les 5 suivants ont été faits par Wells. Oui, bien sûr, qui romance énormément. Voilà, c'est pas non plus un making-of. Tu vois, il omet volontairement certaines choses pour glorifier son personnage principal. Ça reste une fiction. En tout cas, effectivement, on se réjouit de voir quel sera le destin du film sur la plateforme. On se réjouit de voir aussi dans quelques temps, quand tu l'auras revu, Alex, si tu l'auras revu à la si je suis moins con. Merci Florian. L'espoir est permis en cette période. C'est la fin d'année, la période des fêtes, tout ça. On peut espérer tout ce qu'on veut. Absolument. Je sais pas où tu vas là, Thibaut. Mais je ne sais pas non plus. Je pense que je vais à la fin de l'épisode. A priori, voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, Menck divise et crée le débat. Mais finalement, est-ce que c'est pas là tout son intérêt? Ça faisait un moment quand même. Faut le dire. Mais oui, on n'avait pas été d'accord. Voilà, parce que mais c'est vivifiant, un petit peu de débat, là, un petit peu de confrontation. Des fois, il y en a l'un ou l'autre qui est un peu plus tiède. Non, mais c'est vrai, des fois, il y en a l'un ou l'autre qui est un peu plus tiède sur un film, etc. Mais là, il y a c'est aussi intéressant d'avoir des avis un petit peu tranchés. Voilà. En tout cas, merci. Vous avez rien compris. Vous êtes tous des cons. Moi mieux. Merci d'être venu vous affronter à grand renfort de mauvaise foi, Alex, Florian. Avec plaisir. Merci Thibaut. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes préférées, SoundCloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. J'aime bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Ça fait longtemps qu'on l'a plus celui-ci. Oui, on va le mettre. Ah, très bien.